accélérer et gagner du temps sur sa création de contenu quand on a en fait une création de contenu qui n'est pas stratégique, ça va pas vous permettre d'atteindre vos objectifs. Quel est votre objectif principal ? L'idée pour moi, c'est de définir 3 étapes. À force d'utiliser cette dizaine de prompts pour chacun de mes clients, au bout d'un moment, je me suis dit, mais il n'y aurait pas un moyen de faire en sorte que quand même, je gagne encore plus de temps. Un logiciel ou un outil de transcription et un compte sur ChatGPT ou Claude si vous avez l'habitude de Claude. Et ça peut suffire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du board. Alors aujourd'hui, on va vous aider à gagner un max de temps, les freelances, les solopreneurs. Oui, vous devez inonder la planète de vos contenus pour vous faire connaître, attirer vos clients rêver, les attirer à vous sans prospecter. Mais le problème, c'est que créer du contenu, ça prend du temps. Ça prend des plombes même, on va pas se mentir. Poster sur Instagram, poster sur LinkedIn, faire des stories, faire des podcasts, faire des newsletters, on passerait sa vie à créer du contenu au lieu de bosser. Donc c'est quand même pas l'idée. Donc pour nous aider à accélérer tout ça, je vais accueillir une nouvelle membre dans le board. Vous la connaissez peut-être si vous avez suivi mes masterclass, etc. Puisque c'est une de mes anciennes alumnies de bootcamp en plus, donc je suis très fière de son évolution parce qu'elle a créé un produit qui permet d'automatiser toute sa création de contenu grâce à l'IA. Donc on va parler d'IA, on va parler d'accélérer votre prod de contenu et ça va se passer avec Mélanie Hong qui a créé la Podcast Marketing Machine. Salut Mélanie et bienvenue au board. Eh ben, merci beaucoup Flavie pour l'invitation et je suis très contente de boucler la boucle finalement parce que j'ai commencé avec ton bootcamp et aujourd'hui je vais te présenter et vous présenter mon produit qui j'espère va vous être utile à tous. Mais grave, donc tu vas nous donner toute ta méthodologie, donc vous pouvez faire pareil à la maison, et puis si vous voulez que Mélanie fasse votre produit, fasse votre machine de marketing à votre place, je vous mets le lien dans la newsletter, elle vous propose un petit code promo en plus pour vous, les abonnés du board. Et oui, c'est la première fois que t'es dans le board en fait, dans le podcast, pourtant t'en as écouté un paquet pour m'aider à faire mes machines, paramétrer mes IA, pour faire des contenus sur le board. Alors, du coup, aujourd'hui, en gros, moi, j'estime que par rapport à ce que je faisais avant, j'ai gagné entre 8 et 10 heures de travail par semaine et pas des heures bullshit de salut à toi, jeune entrepreneur, des vraies heures que je passais vraiment à me faire chier à faire des carousels et compagnie et tout sur les réseaux sociaux. Donc, si ça vous dit, on va commencer par construire votre machine IA pour automatiser vos contenus. Alors, on commence par quoi ? C'est quoi la première étape avant de gagner ces 10 heures ? Parce que je me rappelle le process qu'on a suivi, c'est pas arrivé tout de suite quand même. Donc, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire en premier ? Oui, alors je conseille avant même de rentrer dans la création de contenu pur, finalement de revenir un tout petit peu en arrière et de prendre du recul sur, alors soit vous avez déjà votre création de contenu, soit vous débutez et vous commencez, mais si vous l'avez déjà, prendre du recul sur qu'est-ce que je fais avec mon contenu, quel est l'objectif que je cherche à atteindre, parce que en fait, accélérer et gagner du temps sur sa création de contenu quand on a en fait une création de contenu qui n'est pas stratégique, ça va pas vous permettre d'atteindre vos objectifs. C'est accélérer pour foncer dans le mur plus vite. Exactement. Donc mais t'as raison parce qu'en fait, me semble-t-il, le côté positif aussi de passer du temps à revoir ses workflows, donc son process de travail, c'est prendre le temps de réfléchir aussi. Mais tu vois, en solopreneur, des fois, on oublie. On a tellement de trucs à faire sur notre to-do qu'on est là, allez, vas-y, il faut que je fasse toujours plus de posts. Et on se dit pas, ah ben tiens, ce réseau social, il y a telle cible. Ou alors, ah ben tiens, là, je poste, mais pour ne rien dire ou pas vraiment de façon stratégique pour aller vers mes OKR de l'année. Donc, super intéressant. Comment on peut faire alors pour être sûr qu'on a la bonne stratégie de contenu avant de l'accélérer ? Oui, alors déjà, l'idée, moi, c'est de mettre à plat quel est votre objectif principal. Donc, il peut y avoir plusieurs objectifs. Donc, en tant que solopreneur, en général, soit on va chercher la crédibilité, augmenter la valeur perçue. Vous avez déjà peut-être des clients, mais vos tarifs sont pas assez chers. Et comme vous respectez les conseils de Flavie, vous allez essayer d'augmenter vos prix. Mais pour ça, il faut augmenter votre valeur perçue. Donc, peut-être que vous avez un objectif de crédibilité, augmenter votre valeur perçue. Peut-être, au contraire, que vous n'avez pas besoin de ça, mais vous avez besoin d'un objectif de notoriété, plus d'audience pour attirer plus de leads. Ça, c'est un autre objectif qui est quand même assez différent. Okay. Un troisième, c'est l'objectif de conversion. Vous avez une audience, vous avez une crédibilité, mais en fait, vous n'avez pas de tunnel de vente. Votre création de contenu ne sert pas à vendre. Et ça, je l'ai souvent, c'est souvent le problème principal, je vous avoue, que je vois avec mes clients, c'est qu'il y a du contenu de valeur, mais la personne ne parle pas de ses offres, par exemple.
Ouais. Donc, Ou alors, je fais un petit aparté parce que moi, c'était un peu ça. Ou alors, par exemple, comment avoir des écoutes sur son podcast? C'est une forme de conversion. oui, parce qu'on convertit les personnes qui scrollent en auditeurs. C'est aussi une forme de conversion dans un... Disons, le tunnel est un peu plus haut, on est plus haut dans le tunnel par rapport à la vente, mais ça reste une conversion. Et puis, le quatrième que je vois, il peut y en avoir plein, mais on va voir les principaux, c'est l'engagement et la création de communautés. C'est pareil, je sais que c'est un pilier de ta structure de solopreneur. Donc, si vous n'avez pas forcément ce besoin de notoriété, crédibilité ou conversion, mais que c'est vraiment la communauté qui vous intéresse, là, on va avoir d'autres façons de faire format de médias, contenu de médias. En fait, ça sera un objectif assez différent. Et j'anticipe aussi quelque chose, c'est que la plupart des solopreneurs veulent les 4. Et on veut tous les 4. Et c'est normal, hein, c'est pas un problème. Mais là, la question que je pose, enfin que je vous invite à vous poser, c'est quel est le principal, c'est-à-dire votre création de contenu, elle sert quel objectif principal? Si jamais vous n'avez pas ça, vous allez arrêter de créer votre contenu. Par exemple, est-ce que si toi, tu crées ton podcast et qu'en fait, ça te donne juste de la notoriété, mais pas de clients ou de membres de ton incubateur, est-ce que tu continuerais? Enfin, c'est vraiment cette question qui va faire que vous allez moi, vous je pense dire que c'est votre objectif principal. à la réflexion, je pense que moi, mon objectif principal, c'est quand même la communauté. Parce que après, c'est une fois que j'ai une communauté de freelance et qu'on kiffe travailler ensemble, bah après, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire un bootcamp, on peut faire un produit, on peut partir faire du surf ensemble. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est pas du tout facile de prioriser. Tu vois, finalement, je t'aurais dit conversion, mais je pense que c'est pas conversion parce que après, j'ai d'autres façons, une fois qu'on fait communauté, d'activer la conversion. Donc, effectivement, le média peut servir à un objectif principal. Ok, trop bien. Est-ce que tu as des exemples peut-être à nous donner aussi? Parce que je veux pas donner que mon exemple. Il y a pas que le board dans la vie. Il y a d'autres médias, il y a d'autres créateurs, d'autres solopreneurs qui font du contenu. Oui, le tien, il est très parlant parce qu'on pourrait dire conversion en premier puisque tu as des offres derrière. Mais c'est intéressant que toi, tu le vois en objectif de communauté. Ça, je ne l'avais pas forcément en tête. C'est toi qui sais mieux finalement ce qui est le principal. Alors, je précise aussi que c'est vrai que je suis spécialisée aujourd'hui dans le podcast, mais ça s'applique à toute forme de médias, que ça peut être newsletter, LinkedIn, enfin, peu importe où vous êtes comme plateforme, cet objectif-là. Je peux donner quelques exemples. Par exemple, j'avais alors j'ai une cliente qui avait, d'ailleurs ça peut changer. Vous pouviez avoir un objectif au départ et ensuite que ça change avec le temps. Donc qui avait au départ créé tous ses assets médiatiques, donc ses posts LinkedIn, son podcast, etc. pour convertir. En fait, pour montrer qu'elle était une experte dans son domaine et ensuite convertir. Et ça a tellement bien marché que maintenant, elle est full tout le temps. Donc, bonne nouvelle. Mais maintenant, au bout de quelques années, elle se dit, mais pourquoi je continuerais finalement à faire cette création de contenu? Parce que j'ai pas besoin de chercher des clients. Et la réflexion a été, en fait, switch d'objectif. Et maintenant, ton objectif... Alors, j'en ai pas parlé de celui-ci. C'est un objectif de revenu. C'est-à-dire que le média est devenu tellement gros qu'elle peut le sponsoriser, etc. Mais là, c'est un objectif de notoriété, du coup. Parce qu'elle a besoin de faire grossir son média, ses écoutes, ses vues. Donc ça, c'est une bonne façon aussi de retravailler la stratégie. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez jamais fait, mais peut-être qu'elle évolue. Ou si vous lancez et vous n'avez jamais eu de média avant, vous pouvez vous poser sur quel est mon objectif aujourd'hui aligné avec mon business. Et là, aujourd'hui, c'est la conversion. Demain, ça pourrait être la notoriété. Un autre exemple qui est le contraire. On était parti pour automatiser comme des bourrins et on se retrouve à réfléchir d'abord, ce qui est pas plus mal. Donc, merci pour ce petit temps de réflexion. Qu'est-ce que tu as d'autre comme conseil, peut-être final ou comme challenge à nous donner pour cette partie stratégie pour qu'on l'aboutisse avant d'automatiser dans les prochains épisodes? Eh ben, il va être assez évident par rapport à ce qu'on vient de dire, mais le défi que je vous donne en premier, c'est de définir donc votre objectif principal, notoriété, crédibilité, conversion aux communautés. Et une fois que vous avez défini votre objectif principal, mettez aussi des KPI dessus, c'est-à-dire quel est l'objectif chiffré que vous voulez atteindre grâce à cette création de contenu. Trop bien. Tu as des exemples de KPIs qu'on peut utiliser parce que, oui. Je sais pas, à part les vues ou les écoutes, quels sont tes KPI préférés, toi qui es spécialiste du marketing des contenus?
Alors, c'est vrai que c'est pas facile de se donner des chiffres et ça dépend aussi des business, hein, forcément. Plus votre business est gros et plus les KPI peuvent être chiffrés haut. Mais par exemple, j'ai une cliente qui a un objectif de conversion avec sa newsletter et son podcast. Donc, c'est un duo. Et elle s'est dit, bah voilà, c'est du long terme quand même. La newsletter et le podcast, on ne fait pas de la prospection de bourrin. Et si j'ai 3 personnes par mois qui me contactent, dont un vrai lead, on est bien. Donc ça, c'est par exemple un KPI. C'est hyper bien parce qu'en plus, ça va vous remotiver sur votre création de contenu parce que c'est vrai que c'est chiant des fois de poster dans le vide ou de poster sans regarder, quoi, un peu à l'aveuglette comme ça. Et du coup, bah là, au moins, vous allez vous dire, allez, ce mois-ci, j'ai fait mes leads, donc c'est bon, je continue. Ça va vous donner une excuse pour continuer cette activité créative et fun qui est la création de contenu. Merci beaucoup, Mélanie. On met toutes les infos, les KPI, les templates, etc. et un petit prompt secret que Mélanie va vous préparer pour vous aider à automatiser votre création de contenu. Dans la newsletter du board, ça part tous les vendredis matin à la fin de la mini-série. Donc, let's go, allez vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je te propose qu'on passe à l'étape 2. Comment créer le workflow, le process de création de contenu optimal et optimisé pour pas passer des plombes à créer du contenu et pour être au contraire efficace et réaliser son objectif principal. C'est parti! Alors Mélanie, on a notre stratégie, on sait ce qu'on veut atteindre grâce à notre média, à notre contenu. Maintenant, il faut qu'on fasse un workflow, un process de création de contenu optimisé et picousé avec de l'IA. Mais avant de mettre de l'IA partout, faut qu'on réfléchisse à la façon dont on crée du contenu pour pas en avoir partout, pour pas que ça prenne des plombes. Je pense qu'il faut réfléchir aussi à l'idée de recycler, etc. Donc, c'est quoi ta méthode pour faire un bon workflow de création de contenu optimisé, qu'on perde pas trop de temps en tant que solopreneur? Oui, alors pour faire un bon workflow, il faut mettre à plat tout ce que vous avez, si vous avez déjà plein de choses, comme c'était le cas pour toi. Donc toi, tu étais sur LinkedIn, podcast, un petit peu YouTube, TikTok, Thread, enfin voilà, tu étais partout. Si c'est pas le cas et que vous débutez, c'est presque plus facile finalement, parce que vous pouvez vraiment mettre en place des choses carrées dès le début. Moi, ce que je vous conseille, c'est donc de partir de votre objectif principal et à la fin, l'objectif final, ça sera votre CTA. C'est-à-dire votre call to action dans vos différents contenus. Et ça permettra aussi, cet objectif, de guider dans, on va dire, votre tunnel d'acquisition. Donc si je prends quelque chose de très méthodique, parce qu'on aime ça, suivre des méthodes, l'idée pour moi, c'est de définir 3 étapes. L'étape 1 où les personnes vous découvrent, l'étape 2 où les personnes qui vous ont découverte vont découvrir un deuxième contenu à vous. Donc, pour être un peu plus concret, étape 1, réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube, pas YouTube, mais Instagram, etc. Donc, c'est vraiment un peu le tout venant. Étape 2, les personnes qui vous ont un petit peu vu, mais ne savent pas forcément ce que vous proposez exactement. Donc, on est sur le milieu de funnel. C'est votre podcast, par exemple, ou votre chaîne YouTube. Ou votre newsletter. Parfois, ça arrive en étape 2. Et l'étape 3, c'est vraiment ce que vous voulez leur faire au final. S'inscrire, acheter, etc. Donc là, on va du plus grand nombre au happy few. Parce que plus ça va, moins il y a de personnes, bien sûr. Hein. Donc, il y a beaucoup plus de personnes qui me voient sur LinkedIn que de personnes qui écoutent mon podcast et que de clients dans l'incubateur. Exactement. Et donc, les marketeurs reconnaîtront assez facilement un format d'acquisition, de tunnel, etc. Mais si on veut parler vraiment de manière plus simple, pour moi, je fais vraiment étape 1, étape 2, étape 3. Et au final, l'étape 3, c'est votre contenu pilier. Alors pourquoi c'est votre contenu pilier ? Parce que ça va être l'endroit où vous allez parler de votre expertise, vous allez parler de la chose que vous voulez vendre ou que vous voulez faire connaître à votre audience, votre objectif final. Et ce contenu pilier, si je prends ton exemple à toi, alors c'était avant ton podcast, mais maintenant tu as aussi la chaîne YouTube. Donc on va dire c'est le contenu le plus complet. Il va être dérivé ensuite en petit contenu. Donc on parle parfois de snack content, mais c'est à partir de ce contenu-là que vous allez dériver plein d'autres contenus. Et donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de définir ce que vous avez comme canaux dans les différentes étapes. Et ensuite, quand vous arrivez à votre dernière étape, est-ce que vous êtes bien d'accord que vous êtes sur votre contenu pilier ? Ça peut être la newsletter, votre podcast, votre chaîne YouTube. Souvent, c'est les contenus longs.
Et ensuite, à partir de ça, comment vous allez utiliser ce qu'il y a dans votre contenu long ou comment vous allez le redéfinir, parce que parfois, il n'est pas fait pour être ensuite dérivé. Alors, je peux prendre l'exemple d'une newsletter, si on peut sortir un petit peu du podcast. Imaginons que vous avez une newsletter où vous parlez de vos coulisses, etc. En fait, l'idéal, c'est plus d'avoir du contenu avec plusieurs rubriques ou une seule rubrique, mais en plusieurs parties. Et ensuite, ces parties-là, vous pouvez les utiliser pour faire des shorts, pour faire des posts LinkedIn, pour faire d'autres contenus. Et en fait, votre cascade de contenu, votre workflow suit cette conversion de votre contenu pilier en contenu dérivé. Alors, c'est trop bien. C'est intellectuellement, c'est assez puissant ce que tu décris. Donc, je vais vous mettre aussi dans la newsletter, j'ai plusieurs ressources complémentaires. Donc, moi, je vais vous mettre aussi mon funnel, mon workflow. Je vais vous mettre la copie d'écran de ce qu'on avait fait à l'époque, la carte mentale avec comment je prends mon contenu phare qui est mon podcast et comment je le décline selon tous les réseaux sociaux. Je vous mets aussi un article de Creator Science que j'adore, Jay Klaus, sur ça. Il a dessiné son funnel, lui, avec marqué où sont ces différents médias pour qu'on comprenne bien aussi comment vous pouvez faire pour vous. Et du coup, la question que je voulais te poser, c'est, en gros, on est d'accord que ça marche sur tout type de contenu. On prend un transcript écrit, c'est ça, et c'est ça qu'on va utiliser pour mettre dans les IA et pour ensuite re-snacker ça par épisode, par réseaux sociaux, c'est ça ? Oui, c'est ça. Au début, là, on fait les choses de manière manuelle parce que on fait, comme tu dis, c'est un petit travail intellectuel de qu'est-ce qu'on va recycler dans quel canal. Mais ensuite, vous allez prendre le transcript de votre contenu pilier. Donc, si c'est une newsletter, c'est déjà écrit, parfait. Mais si c'est un podcast ou si c'est une vidéo, on va le mettre. On va faire le vidéo to texte ou audio to texte et ensuite le texte va pouvoir être repurposé. On parle très mal. On va pouvoir être recyclé dans d'autres contenus texte comme des posts LinkedIn, des fil thread, voilà, tout ce genre de choses. Trop bien. Bon, écoute, tu vas nous expliquer ça dans l'épisode d'après, comment on fait pour paramétrer un GPT customisé, personnalisé pour faire ça. Est-ce que tu as un petit défi pour nous aider à mettre en place notre cascade de contenu ? Oui, alors c'est de définir vos 3 niveaux. Alors je conseille 3 parce que quand on en fait plus, c'est que c'est pas très clair en fait, en général. Donc niveau 1, où les personnes vous découvrent. Niveau 2, où elles veulent aller plus loin avec vous. Niveau 3, c'est la conversion, l'action que vous voulez leur faire faire. Et in fine, du coup, définir votre contenu pilier et les dérivés que vous voulez en retirer. Bon, trop bien. Écoute, moi je réfléchis, je n'ai pas défini ce truc-là aussi proprement, mais je pense que moi c'est LinkedIn pour l'attraction. Le podcast pour la rétention et après une masterclass, je pense un truc comme ça peut-être pour la conversion. Voilà. Toi, t'as déjà... Moi, je pense que c'est défini, mais tu l'as pas forcément intellectualisé. Tu l'as pas conscientisé. Voilà. Je suis votre élève, votre petit élève Pollard à chaque épisode du board. Moi, j'écoute vos exercices et j'essaye de les faire. Bon, allez, c'est parti. On va construire maintenant votre ChatGPT, votre GPT sur mesure pour automatiser ce nouveau process de création de contenu que vous avez construit. Ça se passe dans l'épisode 3. C'est parti. Alors maintenant, on va attaquer la couche IA, parce qu'on a dit, pour avoir une création de contenu automatisée, on va mettre de l'IA, on va l'utiliser, mais maintenant qu'on a un objectif et une structure, ça va être beaucoup plus intelligent que si on l'avait mis dès le début en faisant n'importe quoi. Donc, est-ce que tu peux nous raconter vraiment le mode opératoire pour paramétrer un GPT qu'on va utiliser comme un petit écrivain ou comme un petit copywriter, je ne sais pas comment ça s'appelle, comme un petit créateur de contenu pour nous? Oui. Alors, on parle de GPT pour les personnes qui n'en ont pas forcément déjà créé. C'est le petit assistant sur ChatGPT qu'on va configurer pour faire toujours la même tâche, mais ça correspond en fait à un prompt qu'on va lui donner. Et aussi, potentiellement, si on veut, mais c'est la force aussi des GPT, on peut lui mettre des documents. Donc ça, c'est une petite, on va dire... présentation pour être sûr que vous avez les bons termes en tête. Et comment on fait pour utiliser un GPT dans la création de contenu ? Aujourd'hui, donc, ce que je disais dans le précédent épisode, c'est qu'on va partir du texte. Vous pouvez partir de l'audio, mais ça va être moins efficace. Donc, toujours transcrire d'abord si vous êtes parti de la vidéo ou de l'audio en texte. Donc, pour ça, vous avez pas mal d'outils qui permettent de la transcription automatique. Et ensuite, à partir de votre texte, en fait, il va falloir le transformer en différents contenus. Donc, ce que je vais prendre comme exemple, c'est peut-être un seul exemple d'abord, et ensuite, il faudra le décliner sur les différents contenus. Okay. Mais imaginons que vous avez
un épisode de podcast, vous avez sa transcription en texte, et là, vous allez créer un prompt sur mesure pour transformer l'épisode de podcast. Par exemple, le premier contenu, ça va être naturellement la description du podcast pour les plateformes ou pour YouTube. Donc pour ça, en fait, on va faire la méthode assez classique de prompting, que je crois d'ailleurs, c'était Jean-Baptiste Berthoud qui avait mentionné au board et que j'avais suivi en écoutant bien religieusement l'épisode. D'abord, on va lui donner un rôle. Et là, le rôle, n'hésitez pas à le choisir vraiment par rapport au contenu que vous voulez créer. Par exemple, là, moi, je veux créer un résumé de podcast pour les plateformes d'écoute. Je vais lui dire, toi, tu es une personne spécialisée dans la promotion des podcasts sur les plateformes d'écoute. On peut être aussi précis que ça. D'ailleurs, ça existe. Aux États-Unis, il y en a qui font que ça. Tu vas créer les contenus et les descriptions pour le podcast. Et vous mettez le nom de votre podcast, votre cible et l'objectif de votre podcast. Parce que ça va permettre de personnaliser la façon dont il va présenter les choses. Donc ça, c'est le rôle du GPT. Ensuite, vous allez lui donner le contexte. Le contexte, c'est votre podcast et vous. Donc en fait, moi, ici, je mets toujours quel est le podcast, à qui il parle, de quoi il parle, et une petite présentation de vous. Vous n'avez pas besoin de faire une bio, hein, c'est juste une phrase, pour qu'en fait, il s'imprègne un peu de comment vous parler, si vous tutoyez vos auditeurs. Par exemple, pour Flavie, moi je dis tu es un peu facétieux, tu es professionnel, mais tu as de l'humour. Enfin voilà, je vais mettre des choses comme ça dans la partie contexte. Ça va permettre vraiment de personnaliser. Ensuite, il va y avoir la partie tâche. Souvent, on commence uniquement par la partie tâche, mais en fait, ces deux éléments vont vraiment permettre de personnaliser énormément votre contenu derrière. Et là, la partie tâche, en fait, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir déjà votre structure de contenu. Donc, pour un résumé de podcast, ça va être, on parle d'abord de la problématique. Par exemple, vous perdez énormément de temps à créer votre contenu, si on faisait la description de cet épisode-là. Le hook, exactement. Un petit peu la solution et la présentation d'un invité si vous en avez un, ou sinon vous présentez votre solution, et ensuite les bullet points. Et en fait, dans la tâche, il faut décrire chacun de ces éléments pour qu'il suive ça à chaque fois. Parce que sinon, il va faire un peu ce qu'il veut. Ça va marcher, mais il va à chaque fois faire une structure différente. Et si vous voulez toujours la même structure, vous allez décrire la structure que vous souhaitez avoir en sortie. Et une fois qu'on a fini la tâche, moi je rajoute toujours une dernière étape, et qui est presque la plus décisive finalement, c'est l'exemple que vous lui donnez. Et là, si vous avez déjà fait cet exercice de contenu, vous avez pas mal de matière à lui donner. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire, ce que je fais en fait quand j'ai des personnes qui n'ont jamais en fait créé ces contenus-là. Je crée sans exemple. Ensuite, on modifie ensemble et on donne le meilleur résultat possible. Et je mets cet exemple dans le GPT. Oui, parce que c'est vivant un prompt. Donc, à force, si on s'améliore en fait en rédaction au fur et à mesure. Moi, ma newsletter de maintenant, elle ressemble pas à ma newsletter d'il y a 6 mois. Il y a plus de storytelling, il y a plus de trucs, etc. Donc, du coup, je me suis améliorée. Donc, j'ai le droit aussi de changer mon prompt. Trop bien. Je pense qu'il faut pas hésiter aussi à mettre des éléments genre SEO, tu vois, tes mots-clés, des choses comme ça. On en oublie toujours. Et en fait, en fonction des résultats, on va l'adapter. Hyper cool. Donc, tu nous mets une super ressource dans la newsletter qui est le prompt parfait. Enfin, comment t'appelles ça ? La structure, la méthode pour créer un bon prompt sur un GPT. C'est ça. Et je vous mets même un modèle. J'avoue, c'est un cadeau que d'habitude je fais pour mes clients, mais là, vous allez pouvoir l'utiliser, le personnaliser. C'est un modèle de prompt que vous allez pouvoir utiliser pour... Alors là, j'ai mis description d'épisode, si c'est un podcast ou une chaîne YouTube. Ça pourrait être... Alors, je ne sais pas si vous avez une newsletter, qu'est-ce que je pourrais proposer ? Un résumé de la newsletter, par exemple. Mais voilà, l'idée, c'est de personnaliser. Vous allez vraiment vous exercer à personnaliser ce prompt pour votre cas et votre audience. Bon, merci pour le cadeau. On prend tout ce qu'on peut prendre. C'est dans la newsletter du board. Donc, amusez-vous, promptez, personnalisez grâce aux bons conseils de Mélanie qui a dû faire, je pense, 1000 prompts depuis qu'elle a lancé sa marketing machine, dont 999 avec moi, jusqu'à ce qu'on atteigne la perfection dans le ton, etc. Et ce que je te propose, c'est qu'on passe justement à l'épisode suivant où tu vas nous raconter,
Comment créer non pas un GPT, mais une armée d'assistants qui va venir vous aider, vous les solopreneurs, à inonder la toile avec tous vos contenus. Parce que oui, pourquoi se limiter à un assistant quand on peut avoir toute une équipe d'IA qui bosse pour soi? C'est parti pour les conseils IA de Mélanie. Alors, on a vu comment faire un GPT, mais toi, dans ton niveau de construction de produit, tu vas beaucoup plus loin. Tu vas jusqu'à construire toute une armée d'assistants qui a chacun des rôles définis, etc., pour aider la création de contenu du créateur et du coup, prendre certains rôles, etc. Est-ce que tu peux nous raconter à quoi ça ressemble un solopreneur qui a son armée d'assistants pour l'aider à créer du contenu? Bah, ça ressemble à toi, hein. Tu inondes les réseaux et toutes les plateformes avec ton contenu. Mais effectivement, alors j'ai eu cette chance, en quelque sorte, mais aussi cette responsabilité de commencer par le faire pour toi, parce que toi, tu étais déjà sur tous les canaux possibles. Donc ça, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je l'ai fait sur tous les canaux. Mais en fait, même si c'est pas le cas aujourd'hui, je vous encourage, maintenant que vous allez utiliser l'IA, à créer du contenu sur énormément de canaux. Alors, toujours se concentrer sur un seul où vous allez être le plus prioritaire. Mais avec les GPT, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir le faire sans passer beaucoup plus de temps ni beaucoup plus d'efforts. Et vous allez avoir du contenu sur tous les canaux. Donc ça, c'est un point parce que souvent, on dit qu'il faut se concentrer sur un canal et je suis d'accord. Mais je pense que c'est encore plus puissant si vous allez sur les différentes plateformes. Bah, disons que c'est sûr que ton canal propriétaire principal, c'est là que tu vas être le meilleur. Sur les autres, tu seras pas au top, mais au moins tu seras moyen, parce que moi, mine de rien, bon, j'ai 25 000 personnes qui me suivent sur LinkedIn, mais j'ai quand même 3 000 personnes qui me suivent sur Insta, et ça, c'est en partie grâce à toi, parce que si j'avais rien posté depuis un an, ben, j'aurais rien de plus, tu vois. Et du coup, je suis sûre qu'il y a quand même des nouvelles personnes qui me découvrent par ce biais, tout comme sur YouTube où je viens d'aller récemment, et là, ça a une structure d'audience complètement différente. Beaucoup plus de mecs, beaucoup plus de jeunes. Donc, pour moi, c'est intéressant, en fait, de renouveler mon audience avec d'autres personnes aussi, d'autres styles de persona que ce que je peux avoir sur LinkedIn. Oui, complètement. Et même si on se dit c'est pas parfait, on fait pas un contenu exactement dans les codes, enfin, on essaye, hein, mais la visibilité, elle est là, l'audience est différente. Je parle notamment de trades que pas grand monde va exploiter parce que pas le temps, franchement, on n'a pas le temps de tout faire et heureusement, il faut choisir ses combats. Mais là, vous allez pouvoir un peu mener tous les combats. Et donc, l'idée, c'est que soit avec la méthode que je vous ai donnée dans l'épisode précédent, créer un prompt pour chaque contenu que vous avez identifié dans votre workflow. Donc, vous commencez par votre contenu pilier, un GPT pour votre contenu pilier, un GPT pour post LinkedIn, post Instagram, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, ça fait énormément de GPT, ce qui est bien parce que chacun de ces GPT va pouvoir être vraiment personnalisé. Je disais tout à l'heure que la première étape, c'était de définir le rôle. Et ben, sur ces GPT individuels, vous allez pouvoir mettre: tu es un spécialiste d'Instagram, tu connais parfaitement la façon de rendre les Reels viraux. Voilà, vous allez pouvoir dire des choses comme ça. Tu es un gros boomer sur LinkedIn, nanana, tu es un gros Gen Z sur TikTok, nanana. Exactement. c'est pas du tout les mêmes codes, en fait. Et en plus, c'est chiant parce que c'est même pas genre le même nombre de mots que tu peux mettre au début avant que ça coupe ton post et tout. Donc, il y a plein de contraintes, en fait, à la fois créatives, mais aussi formelles, tout simplement. Exactement. Et un exemple tout simple, le titre et la description d'un podcast ou d'une émission sur les plateformes d'écoute va pas être la même chose sur YouTube. Parce que les codes sont différents, les façons de cliquer, les intérêts des personnes sont différentes, et aussi les nombres de caractères limités. Par exemple, sur YouTube, c'est 100. Et pour le titre et pour les plateformes d'écoute de podcasts, c'est pas 100. Donc en fait, il y a ce genre de subtilité que vous allez pouvoir mettre en place sur chacune des plateformes et donc dans chacun des GPT. Ouais, donc en fait, ça c'est intéressant aussi parce que tu démontres un point critique. C'est pas juste scaler en faisant de la quantité et c'est moins bien qu'avant. C'est que c'est même mieux qu'avant. Parce que par exemple, moi avant, j'avais pas le time. Donc je faisais un titre de mon podcast, je le foutais partout. Sur ma cover, sur YouTube, sur Insta et machin. Sauf que maintenant qu'on a changé ça, ce prompt, j'ai beaucoup plus de caractères utilisés qui vont aider le référencement de mon podcast sur le podcast et j'aurai un titre beaucoup plus percutant qui va augmenter mon nombre de vues sur YouTube. Enfin, attendez, c'est pas la folie encore, hein, allez pas voir tout de suite, mais bientôt. Donc, tu vois, c'est quantité mais aussi qualité en fait, avec ces prompts.
Oui, et là, tu soulèves un point vraiment important parce que souvent, ce qu'on craint quand on utilise l'IA, c'est ça va être impersonnel, ça va être pas très qualitatif, tous les contenus vont se ressembler. Et vraiment, ce sont des points qui sont valables, vraiment, quand tu personnalises pas énormément ton prompt et ton GPT, mais qui le sont de moins en moins si tu sais comment manier le prompting en fait et faire la personnalisation dont je vous ai parlé. Et attends, surtout un point important, c'est si tu pars d'une cascade de contenu, c'est quand même toi qui as créé le contenu en amont. Donc si tu trouves que c'est de la merde, ben il va peut-être falloir que tu améliores tes compétences pour écrire une newsletter ou un podcast. Moi franchement, si je vois que mes prompts, ça me rend des trucs merdiques, j'irai me plaindre à la créatrice du podcast Le Board en lui disant écoute, bon, améliore un peu la qualité de tes épisodes. Non mais trêve de plaisanterie, évidemment que moi je suis trop fière de ça parce que je pompe pas des idées toutes faites. Je prends mes idées, celles de mon invité, et je les mets en valeur en produisant plus de contenu sur les réseaux sociaux. Oui, exactement. Et d'ailleurs, j'en avais parlé dans une table ronde avec le responsable du monde de l'IA, et lui il disait que dans leur charte, c'était un des points principaux, ne jamais créer du contenu de zéro, mais toujours partir de ce qu'un journaliste avait écrit. Et là, c'est un peu la même chose. Toi, tu écris, en fait, tu écris ou tu parles, hein, tu crées ton contenu pilier, et ensuite, c'est du recyclage avec l'intelligence de la machine. Ok. Bon, trop bien. Donc ça, c'est l'armée de GPT. Et tu me parlais aussi de la notion de master prompt. C'est quoi ce truc-là qui a l'air encore plus ouf? Bon, alors, je sais pas si ça s'appelle comme ça, parce que moi, je suis pas spécialiste de l'IA de base, même si je me suis beaucoup formée cette dernière année. Et en fait, à force d'utiliser cette dizaine de prompts pour chacun de mes clients, au bout d'un moment, je me suis dit, mais il y aurait pas un moyen de faire en sorte que quand même, je gagne encore plus de temps, parce que là, on gagne du temps, mais à chaque fois, dans chaque GPT, j'ajoutais le transcript d'un épisode, par exemple. Et si j'avais une modification à faire, que ce soit sur le ton ou sur le format, il fallait que je le fasse dans tous les GPT. Et là, l'idée, c'est que si vous êtes chaud de l'IA et que vous sentez de le faire, une fois que vous avez créé vos prompts personnalisés pour chacun des contenus, vous pouvez tous les mettre dans un document qui servira à la documentation d'un autre GPT, que j'appellerai le Master GPT. Et lui, vous pouvez tout lui demander. Il va aller chercher dans vos prompts personnalisés et vous en aurez qu'un seul GPT à utiliser. Purée, c'est le Seigneur des Anneaux, ce truc, quoi. Un anneau pour les gouverner tous. J'adore. Bon, on y va tranquille, les amis. Hein. Écoutez les autres épisodes du board qu'on a fait sur l'IA. Venez dans l'incubateur solopreneur aussi. On a plein de contenu là-dessus sur la création de contenu, l'IA, etc. Et vous pouvez aussi poser vos questions dans Entraide. Et puis venez voir ma stack d'outils aussi. Je vous montre moi les outils que j'utilise en IA notamment. Est-ce que tu as un petit défi à nous lancer avant que justement on décortique toute ta stack d'outils pour aller plus vite en tant que solopreneur créateur de contenu? Oui, et ben dans le précédent épisode, vous avez fait normalement un prompt, un GPT pour votre contenu pilier. Là, l'idée, c'est de définir un prompt précis pour chacun des contenus de votre workflow. Allez, on vous souhaite bon courage, mais pensez surtout que ce temps que vous investissez maintenant, j'ai pas dit perdez, n'est-ce pas? Eh bien, vous serez trop content de l'avoir demain quand vous pourrez aller faire un stage de surf et pas avoir 8 heures à poster des carousels par semaine. Tranquille. Voilà, merci beaucoup Mélanie pour tous tes conseils et c'est parti pour le dernier épisode avec tous les bons outils à utiliser pour accélérer sa création de contenu. Let's go! Alors Mélanie, la question que tout le monde se pose depuis tout à l'heure, tu donnes des noms barbares, etc. Quelle est la stack d'outils minimale à avoir? Je dis bien minimale parce que attention au côté objet brillant de l'IA, à force tu te retrouves à payer 1000 balles par mois de tout un tas d'outils qui servent à rien. C'est quoi toi tes basiques avec lesquels tu partirais si tu étais freelance ou solopreneur? Tu as un master contenu, tu veux le diffuser sur les internets, qu'est-ce que tu utilises? On peut être vraiment très très minimaliste. Je suis d'accord avec toi, ça coûte cher au bout d'un moment d'avoir trop de choses. Si vous avez un contenu pilier qui est texte, c'est encore mieux parce que vous n'avez même pas besoin de faire de la transcription. Imaginons que vous avez une newsletter, vous avez juste besoin d'un compte ChatGPT. Ou même des articles sur Medium et tout ça, parce qu'il y a encore des gens qui écrivent des blogs et tout. Peut-être un peu expert. C'est vrai, pardon. Pardon les blogueurs. Non, mais en plus, j'encourage beaucoup à faire des articles sur des blogs, donc c'est vrai que... Ou un livre. Tu sais, un livre, moi je dis souvent que c'est un bon média, ça aussi. Donc tu peux utiliser ton livre comme cascade de contenu. Bon bref, pardon, parenthèse refermée.
des e-books, lignes magnétiques que vous avez créées, enfin vraiment tout ce qui est texte, si vous avez ça, vous pouvez juste utiliser un compte ChatGPT. On me demande souvent, est-ce qu'il faut la version payante ? Il y a quelques temps, il fallait, parce qu'on a besoin de mettre un document en pièce jointe. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Après, ça va être limité si vous avez la version gratuite en termes de nombre de conversations que vous pouvez faire. Mais vous pouvez utiliser les GPT, même dans la version gratuite. Je vous conseille quand même, si vous avez envie de créer du contenu et de faire une cascade de contenu, de prendre la version payante parce qu'elle n'est pas si chère que ça. Et pour ce que ça va vous apporter, c'est 18$ par mois. Mais moi, on a juste besoin de ça. Moi, je dis qu'il faut payer parce que comme ça, vous allez vous forcer à l'utiliser. C'est vrai. C'est un bon argument pour payer. Mais bon, j'ai pas d'action OpenAI malheureusement. Donc je conseille ChatGPT parce que maintenant c'est éprouvé, je l'ai testé dans tous les sens et en fait même avec le prompt que je vous donne comme modèle, vous allez pouvoir sortir des choses intéressantes. Vous pouvez aussi utiliser d'autres outils. On parle beaucoup de Claude pour la rédaction. C'est vrai que Claude a un style meilleur, je trouve. Donc si vous avez l'habitude déjà d'un autre outil, si c'est Claude, vous pouvez utiliser que ça. Ne multipliez pas, je pense que ça sert à rien. Vous pouvez juste en utiliser un seul. Si jamais vous avez comme contenu pilier de la vidéo ou de l'audio, là, il va falloir faire une étape supplémentaire et donc faire de la transcription de l'audio ou de la vidéo jusqu'au texte. Et pour ça, il y a pas mal d'outils. Je peux vous en donner des exemples. Il y a Scriptcast, HappyScribed, Trint, AmberScript, voilà, vous pouvez trouver plein de choses qui existent. Moi, je trouve que Scriptcast marche bien parce que c'est français et donc les transcriptions sont un peu meilleures. Ou comme toi, Flavie, tu utilises les transcriptions de Riverside directement. Riverside ou Nuta. Je vous mets les liens aussi dans la newsletter, comme ça vous avez tout pour faire votre marché. C'est ça, donc un logiciel ou un outil de transcription et un compte sur ChatGPT ou Claude si vous avez l'habitude de Claude. Et ça peut suffire, ça suffit. Je dis ça peut suffire parce qu'après, si vous voulez aller encore plus loin dans l'automatisation, vous pouvez rajouter une brique de no-code d'automatisation et utiliser Make. Donc Make ou Zapier, un outil d'automatisation qui va faire le lien entre le fichier que vous allez lui donner en entrée, par exemple votre newsletter, votre article, votre transcription d'épisode, et le prompt GPT. Et ensuite, il va sortir automatiquement le contenu. Alors, ça, vous allez lui indiquer sur quel endroit il va le sortir. Ça peut être sur Notion, sur un Google Sheet, sur ce que vous voulez, mais il va sortir automatiquement le contenu que vous allez créer. Alors, j'aime beaucoup. Je pense que ce cas de figure, il est quand même à réserver aux agences, quoi, ou aux collectifs où vous créez masse de contenu. Parce que déjà, moi, avec un contenu pilier par semaine, je dois être dans le top créateur prolifique, tu vois. Donc, je suis pas sûre que la majorité des freelance solopreneurs sortent plus de un épisode par semaine. Et tu vois, faire une fois le truc par semaine, c'est pas non plus... Enfin voilà, je sais pas si c'est pas non plus trop compliqué. Après, tu peux te faire aider aussi peut-être avec un assistant virtuel, un podcast manager comme Laetitia qui travaille avec toi, dont c'est la spécialité. Comme ça, elle va plus vite, elle fait moins d'erreurs que moi. Donc voilà, on peut mettre un peu d'humain aussi après sur la surcouche IA. Oui. Et d'ailleurs, comme tu dis, moi je travaille avec Laetitia qui m'aide pour la création des visuels derrière et la programmation. Parce que, ah oui, j'ai pas parlé de l'outil de programmation, mais on peut ajouter, alors vous pouvez poster vous-même tous les contenus, mais effectivement, si vous êtes dans une optique de gain de temps, à partir du moment où tous les contenus sont créés, moi je vous encourage à choisir un jour pour créer tous les contenus d'un coup, que ce soit parce que vous postez une fois par semaine ou même toutes les 2 semaines, au moins c'est fait d'un coup, et ensuite vous pouvez tout programmer, même si ça sort des jours différents, et là vous pouvez utiliser, alors moi j'utilise Metricool, mais bon il y a Swello, Hootsuite, Buffer, Agorapulse, parce que voilà, j'ai pas d'action nulle part, donc un outil de programmation. Mais tu devrais faire de l'affiliation, puisque ton Mais produit, j'y pense. Ça va t'aider à faire des revenus passifs en plus de tes revenus actifs. Trop bien. Et peut-être une dernière question. C'est assez foisonnant la création de contenu, donc on le met où tout ça une fois qu'on l'a créé, parce qu'on l'a posté, mais ça serait con de le poster juste sur les plateformes et de pas le garder quelque part. Comment tu conseilles qu'on garde ce contenu, ou parce que je sais qu'aussi après c'est du contenu qu'on va pouvoir recycler. Moi je le fais pas assez, mais on pourrait écrire un livre avec ce contenu, on pourrait recréer un autre contenu plus long, tu vois. Comment tu conseilles de le garder où ce contenu ? Ouais, très bonne question. Et puis tu sais effectivement que j'ai créé un espace Notion ou Notion
pour ceux qui les anglophones, pour suivre toute cette production de contenu. C'est vrai que ça m'avait assez étonnée quand tu m'avais dit au début où est-ce que tu mets toutes tes descriptions, etc. Et en fait, toi, tu les gardais pas. Erreur fatale. Et en fait, donc, que ce soit Notion ou Trello ou un doc, mais moi je trouve que Notion est vraiment très utile pour ça, parce que avec un espace style Kanban, donc avec des cartes qui se bougent de place en fonction du statut d'avancement, donc quand vous avez créé votre contenu pilier, ensuite quand vous avez créé les contenus de promotion, etc., vous allez pouvoir mettre dans chacune des cartes le contenu pilier et tous les contenus dérivés, et ensuite le recycler. Ce qui était intéressant, par exemple, quand tu avais fait la série Solopreneur Summer, d'avoir tout au même endroit et ensuite d'en faire un e-book lead magnet. Donc ça permet aussi de s'ouvrir d'autres possibilités derrière si vous voulez recycler pour un livre ou pour un lead magnet, c'est assez facile. Et je regrette trop parce qu'au final, j'ai 3 ans de podcast dans le vent où j'ai pas gardé ni mes newsletters, ni mes légendes. Or, après, on peut reboucler la boucle. On peut mettre, par exemple, dans Claude, on peut lui donner accès à tout le Notion et après il se débrouille. Il peut écrire un livre avec vos trucs, il peut écrire d'autres choses, donc tu te rends compte. Voilà, donc ne perdez pas votre matière grise aussi, c'est votre propriété intellectuelle. Pour moi, c'est un asset, c'est un des actifs du solopreneur. Donc je trouve ça génial que tu nous aides à le capturer pour pas que ça parte que sur des trucs algorithmiques que dans 24 heures votre post LinkedIn il est oublié et vos belles idées avec quoi. Donc ah oui, gardez trop tout, cool. Merci beaucoup Mélanie. Est-ce que tu as un défi final à nous lancer pour qu'on s'assure d'avoir la bonne organisation quoi, pour scaler notre contenu? Oui, alors le défi, ça va être de choisir votre stack d'outils pour à la fois créer et suivre votre production de contenu, donc ça doit être Notion ou Airtable ou autre, et ensuite vos outils pour utiliser l'IA, donc soit Claude, soit ChatGPT, un outil de programmation et un outil très facultatif d'automatisation, effectivement. Trop bien. Bon, même si vous avez des questions à poser à notre star de la machine marketing picousée à l'IA, Mélanie, tu es dans l'incubateur Solopreneur, donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour dans la communauté et à faire un petit help. J'ai besoin d'aide. Et si vous voulez créer votre machine aussi, je vous mets un petit lien vers la machine de Mélanie pour pas avoir à faire ça vous-même. C'est ça aussi des fois la scalabilité, c'est se faire aider des meilleurs experts. En tout cas, moi j'ai kiffé travailler avec toi et j'espère que vous kiffez du coup tous les contenus du board que vous voyez sans doute plus souvent sur vos écrans qu'avant. Merci beaucoup Mélanie, merci à toutes et à tous et je vous souhaite bonne chance, bonne construction de toute cette scalabilité de votre contenu et hâte de vous lire, de vous écouter, de voir vos newsletters ou lire votre livre. Je ne sais pas ce que vous ferez de toute cette création, mais j'ai hâte de voir ça. Salut, à la prochaine dans les prochaines mini-séries du board. Bye bye.